il faut vraiment travailler sur soi parce que si on ne pratique pas le langage d'amour de l'autre, on est en train d'être égoïste dans la relation et le besoin de l'autre ne va pas disparaître pour autant. Il suffit juste qu'un autre, un autre homme ou une autre femme manifeste le langage d'amour, donc des paroles. Si moi, par exemple, je suis un homme, j'aime les paroles et que ma femme, elle est avare en paroles valorisantes, je n'entends pas des « je t'aime, tu me manques, j'ai envie de toi », et qu'une autre femme vienne. Et une autre femme vient, elle va venir simplement réveiller un besoin qui était latent. Même si je me suis dit, bon, pour acheter la paix, je vais arrêter ça parce qu'on me dit que je suis une personne problématique dans le couple, j'en demande trop, j'exagère, etc. Mais à partir du moment où je me tais, le besoin est toujours là. Donc, il ne faut pas, en fait, faire changer le langage d'amour de la personne. Il faut tout simplement s'adapter. Et puis, bon, le langage d'amour aussi peut évoluer avec le temps. Exactement. Bonsoir, les amis. On a un autre sujet très intéressant sur lequel échanger aujourd'hui dans le club. L'amour au centre de la causette. Apprenons comment l'entretenir, c'est bon pour la santé. Bienvenue. Bienvenue au pays de l'amour avec Antonella Gantous, l'amoureuse, et Niki qui aime beaucoup l'amour. Et surtout et toi. moi-même, je reste raisonnée, je sais que l'amour... Même le soir, Elle mange l'amour. En tout cas, le pain d'Esther, coucou. S'il y a quelqu'un qui connaît l'amour le beau. ici sur ce plateau, c'est Esther. Esther, elle mange, il y a des Antonella, elle mange l'amour que nous. Bon, je vous l'avais dit, hein, c'est le pays, c'est le plateau de l'amour. Du coup, légitime aujourd'hui de développer sur la question. Les filles, vous vous y connaissez déjà, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. S'épanouir dans une relation amoureuse, n'est-ce pas là une sensation formidable? Non, c'est ça, c'est là que tu chantes la maladie d'amour. Honnêtement, quand tu es vraiment épanoui, oui, tu ressens ce petit quelque chose en toi qui te fait... On se sent aimé, écouté. Et puis cela nous permet d'être la meilleure version de nous-mêmes. Surtout ça aide. Souris, Le quotidien est plus En tout soft. cas, tu souris seule seulement. Tout le monde mérite de vivre une histoire d'amour saine. On vous le souhaite. Quand elles sont saines, les relations d'amour font se sentir bien, en sécurité, même qu'on se sent respecté. Mais à quel moment les relations là sont saines? Parce qu'il y Comment a des relations décoder celles d'amour qui sont... qui commencent dans la gadoue et puis après ça devient ça. Ah, tu l'as bien dit. Donc tu parles là de base limite, parce que ça. tu as dit celle qui commence dans. La gadoue. On va échanger avec Fabrice. Il va nous aider à décoder les actions, ou du moins quoi mettre en place dans le couple pour arriver à développer une relation saine. Fabrice, Famini, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Fabrice, la fraîcheur, hein, on sent que... Tu vois, genre les gens, quand on dit le quotidien, quand tu es aimé, tu te sens bien là. Il allait à l'aise, il plane, il marche, il s'assoit vite, vite. Les hommes bons là. Avec une femme, genre grande femme derrière lui. Genre, tu as envie de lui dire, ah, grand homme, êtes-vous marié? Il va te dire, ah non. Même s'il n'est pas marié, il va te dire, en tout cas, j'ai une compagne. Du moment où j'ai repéré la bague depuis l'autre Esther. C'est une question qui se pose plus. Ça Alors, brille. On va quand même ça poser la brille. question tout à l'heure, peut-être après les présentations. Ah, peut-être ce n'est qu'un Ok, bijou. d'accord. Fabrice, mais Oui. encore, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Très bien. Ah ben, merci déjà pour l'accueil. Je me sens vraiment très honoré de participer Merci, à un votre plaisir. plateau. Donc, mon nom est Fabrice Fameni. Je suis banquier de formation. Sinon, on me connaît sous la chaîne Standard Divin, qui est une chaîne d'influence qui a été fondée par moi et ma femme. Et on donne des conseils à toute notre audience pour pouvoir trouver l'amour et pouvoir le garder aussi. Donc, je pense que c'est une thématique qui sera très importante là, à développer pour vous. les relations saines. Alors, on a des guides, enfin l'un des guides qui est avec nous aujourd'hui, Oui. parce que vous avez cette chaîne avec ta femme, Oui. où vous donnez des conseils, des Oui. tips, parce que dans votre couple, à vous, tout se passe bien. Oh, avant, ce n'était pas le cas. Ah, Avant, d'accord. justement, ce n'était pas le cas. Et on a Et, trouvé une exactement. formule. Donc, on a réussi à trouver un peu notre équilibre et on a très vite compris que l'amour ne suffit pas. D'accord. On va en parler. Est-ce que les si c'est un homme conseils... même qui dit que l'amour ne suffit pas, c'est que c'est bon. Est-ce que les conseils sont subjectifs parce que vous y êtes parvenu, mais est-ce que vous êtes légitime pour donner des conseils à d'autres personnes, sachant que chaque histoire est différente? Oui. On va en parler juste après cet élément vidéo. On les découvre. Fabrice et sa femme, les Famini. Les enfants, là, ici, c'est pas possible. Une chaussette. J'ai déjà parlé des affaires des chaussettes ici. Ça peut m'énerver dans... Deuxième chaussette. Fabrice! Ouais. Fabrice! Ouais.
Ça fait combien de fois que je parle des chaussettes dans la maison, là, Fabrice? C'est la chasse au trésor que tu veux faire dans la maison, là. C'est comment? Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça veut dire quoi? Je parle de ça depuis combien d'années dans la maison? Je suis fatiguée des chaussettes. Mais Fabrice. Ouais, tu commences déjà à t'énerver. À cause des chaussettes? À cause des chaussettes. Il me dit monte ici. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te parle, Flora. Fabrice veut me faire pécher. Purée, c'est pas possible. Mais je résisterai. Fabrice, c'est la résistance spirituelle. Je vais résister. Je dis, maîtrise de soi. Je vais pas être insoumise aujourd'hui. Bon, comme tu aimes chanter là, le samedi 25 novembre, tu vas continuer à aller chanter là-bas. Il y aura un concert à Montréal. Daniel Banham, Jonathan, je sais pas, tous tes artistes congolais que tu aimes là. Tu me fatigues en train de chanter leurs chansons à la maison. Donc tu vas continuer à aller chanter là-bas, samedi 25 novembre, l'heure des vrais adorateurs. Je suis fatigué de cette maison-là. On ne me respecte pas ici. On va pas partir ensemble pour adorer. Bon. Placement de publicité sur le... Ça fait. Mais là, on voit la représentation du couple standard. L'homme est toujours dans un peu de déni. Rien n'est très grave. Je disais même, pourquoi il commence par ça fait quoi? Parce que, attendez, vous pensez que c'est sexy de trouver des chaussettes comme ça à terre? Mais ça fait Peut-être pour lui, c'est Non mais attends, tu trouves ça un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois. Et puis on te fait la ça agit réflexion en sur plus. le moral. Et le problème, c'est que si tu ramasses pas, tu es une mauvaise femme qui n'entretient pas sa maison, mais qui a jeté. Et ce n'est pas grave que moi, je sois en train de ramasser pendant que toi, tu regardes la télé. Et donc, je disais, on a ce profil masculin parce que oui, on est tous différents, mais en même temps, on répond tous à un genre. Il y a des points de similitude. Oui. Les hommes, c'est ça. Oui. Ils sont plus souples, légers dans tout. Et puis nous, ce que je remarque, alors ça peut faire mauvaise langue, mais on a un peu ce côté un peu folle là. Oui. Quelle idée de chanter à ce moment-là. On extrapole. Seigneur! Mais on a le cœur de la femme. Moi, je vois là une femme qui a à cœur de prendre soin de son cocon. Donc, elle le fait. C'est une mission qu'elle s'octroie. Parce que Fabrice ne lui a jamais demandé de ramasser. Mais elle sent que c'est à elle de ramasser. Du coup, elle dit à Fabrice, pourquoi tu me fais ramasser? Mais si elle n'a pas ramassé, il ne va pas ramasser. C'est ça le vrai problème. Et donc, oui, vous êtes un couple comme un autre, qui a connu ses difficultés, qui a connu ces zones sombres. Absolument. Vous avez broyé du noir. Et un matin, le petit miracle, où il s'est fait au fil d'un processus qu'on finit par comprendre ce qu'il faut faire pour éviter. Bien entendu, c'est un processus. Ça ne se fait pas en une seule journée. Nous, on a fait 4 ans de fiançailles. Et puis, on est à notre 8e année de mariage avec 3 enfants. Donc, on a quand même vu beaucoup de choses, des belles aventures, mais aussi de moins belles. Et c'est au fil justement de ce processus-là de transformation, de travail sur soi, qu'on a décidé de se faire déjà accompagner, de se faire former. Ah, d'accord. Oui, ça a été quand même un élément très important dans notre parcours. Mais ça, j'entends ça souvent. Se faire accompagner, se faire suivre dans un mariage. Est-ce que c'est aussi important que ça? Oui, c'est important parce que justement, on a l'impression que le simple fait d'aimer une personne, le simple fait de vouloir être avec elle est suffisant. Mais il y a une différence fondamentale entre aimer quelqu'un et être en mesure de lui apporter du bien. Voilà, donc il y avait plein de leçons de sagesse, d'éducation, de blessures de l'âme, des éléments qu'on aborde justement dans nos lives, dans des coachings avec des personnes qui viennent nous consulter. Et donc, avant cela, c'est parce que vous avez eu à avoir des personnes qui avaient plus d'expérience, qui vous ont inculqué ces valeurs qu'aujourd'hui vous distribuez. Exactement. Mais c'était qui? Des professionnels religieux ou alors dans la psychologie de couple? Qui est-ce que vous avez vu? Qui vous a accompagné? Absolument, donc c'était des professionnels en fait religieux, c'était des autorités de notre église en fait, qui étaient des mentors pour nous et qui nous ont accompagnés durant les 4 premières années de nos fiançailles. Et après, nous aussi, on a commencé à développer en fait cette vocation-là de pouvoir accompagner des célibataires qui étaient très jeunes dans le temps. Et au fur et à mesure que nous-mêmes, on était transformés, on s'est fait former, on a suivi des conférences, on a fait des coachings pour devenir formateurs. Et la meilleure formation, en fait, c'est le fruit que nous portons. Donc, depuis 4 ans, on s'est estimé légitime de pouvoir partager non seulement notre histoire, mais aussi de donner des éléments de réponse à des couples qui traversent aussi des difficultés. Des difficultés. À propos de cette histoire, on va reprendre le début, comment vous êtes connus, on va évoluer. Mais avant toute chose, comme tu le constates, aujourd'hui, on parle des bases des relations saines.
C'est même un thème que tu nous as soufflé. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé? Pourquoi cet angle-là? On pouvait parler des bases d'une relation afin de... Pourquoi base d'une relation saine? Est-ce qu'il y a une base d'une relation toxique? Oui. Base d'une relation normale? Alors, pourquoi ce thème? En fait, notre frustration actuellement est de répondre à un gros problème qu'on observe au quotidien. C'est qu'il y a beaucoup de divorces, en fait. Il y a beaucoup d'histoires on l'a remarqué. tristes. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'histoires tristes. Les gens investissent beaucoup dans des mariages, dans la célébration du mariage. Et puis, malheureusement, quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, les mariages ne tiennent pas. Donc, on assiste, en fait, à une forme de découragement généralisé quand on parle de mariage. Et nous qui sommes des croyants, on veut vraiment inculquer l'envie aux gens de se marier, mais surtout de rester mariés. Et donc c'est vraiment ça qui nous a motivés à commencer à parler de relations saines, pour établir justement des bases qui sont solides et qui permettent à tout un chacun de pouvoir durer dans un mariage heureux et sain. D'accord. Avant d'aller plus loin, c'est quoi une relation saine? Parce qu'on en parle, mais on ne sait pas du tout c'est quoi. Parce que moi, je peux être en couple avec X. Y vient me draguer, je dis que je ne suis pas en couple. Je commence une relation là-bas, pourtant je suis dans une relation ici. Est-ce que ça, c'est une relation saine? Non, non, ça, c'est pas une relation saine, évidemment. Une relation saine, c'est une relation qui est basée justement sur plusieurs valeurs. On aura l'occasion de pouvoir voir quelqu'un. On a une liste environ de 10 éléments qui nous permet de pouvoir travailler à la bienveillance d'une relation. Mais c'est une relation d'abord où monsieur et madame, donc les deux partenaires, sont stables émotionnellement, ont une vision claire de ce qu'ils veulent entreprendre pour leur vie et se forment pour pouvoir justement construire ce projet de vie avec le partenaire. Honnêtement, je suis tellement impatiente et curieuse de connaître ces 10 éléments clés. Mais j'aimerais quand même aussi que tu nous racontes ton histoire pour au moins avoir une petite idée de comment ça s'est passé. Donc au tout début, comment vous vous êtes rencontrés et est-ce qu'il y avait ces petits problèmes dès le départ? Oui, alors nous nous sommes rencontrés au Canada. Donc, on est tous les deux nés en Côte d'Ivoire, mais on a quitté la Côte d'Ivoire vers l'âge de, pour moi, l'âge de 12 ans, 13 ans, et elle un peu plus tard. Et donc, j'ai fait mes études au Canada et on s'est rencontrés en fait au Canada. C'était à l'université et on s'est rencontrés dans un cadre de groupe de musique. Voilà, donc on partageait les mêmes centres d'intérêt. Moi, j'étais pianiste, elle était chanteuse. Un film Disney, quoi. Franchement, c'est le cas, parce que quand généralement on raconte, les gens se disent, mais waouh, c'est comme si c'est un perfect match. Donc, c'était vraiment bien. On a connecté en tant qu'amis. Donc, c'était une belle complicité, ambiance bon enfant. Et ensuite, un an plus tard, donc, on s'est mis ensemble. Et donc, comme on était à l'université, je n'étais pas encore stable financièrement comme je le suis maintenant. Donc, on a vraiment connecté avec la valeur religieuse, parce qu'elle est chrétienne et moi aussi. Et aussi le côté complice, ami, etc. Et durant les 2 premières années, c'était vraiment, tout était beau, tout était parfait. Tu souris seul, comme tu as dit. tu passes des heures de minuit jusqu'à 6 heures au téléphone. Tu dors avec ta chérie, ton chéri. Voilà, non, c'était vraiment super. C'est chic, l'amour. Et puis après, les caractères commencent à se frotter. On se découvre. Et elle, sa principale en fait, difficulté, c'est qu'elle n'a pas connu son père. Donc, son père a été absent physiquement et aussi même absent émotionnellement. Donc, ce qui a fait en sorte qu'elle a développé une certaine carapace et une certaine, on va dire, aversion vis-à-vis de l'autorité. Donc, quand elle se sent menacée, quand elle se sentait insécure vis-à-vis de ma gestuelle, de ma façon d'être, de mon côté un peu macho, là, c'était plus la Flora douce, joyeuse, c'était une personne qui était très colérique en fait. Mais attends, je te coupe. Hein. Oui. Nous, on a connu nos pères. Mais quand un homme a ce que tu es en train de décrire là, plusieurs femmes se braquent et se transforment finalement, quittent de l'état de douceur à un état où elles ont comme envie de se protéger. Et ça, c'est même pas forcément lié à l'absence, à l'histoire de la personne, mais c'est la personne féminine qui, dans sa quête de douceur, de protection, n'a pas envie que son amour se transforme en bourreau ou en quelqu'un qui lui fait peur. Donc, il y a ça qui... Et finalement, on a cette attitude-là qui renverse la situation. On a l'impression que c'est nous qui sommes limite... dominés. Voilà. En fait, c'est sûr que nous, on aime dire que... Agressive. Voilà. L'être humain n'est pas un robot. Donc, il peut y avoir effectivement plusieurs influences qui peuvent expliquer le comportement de quelqu'un. Mais ce qu'on voit généralement avec les...
l'histoire. Voilà. Oui. La plupart des traumas que nous avons vus personnellement et aussi qu'on observe, il y a eu forcément un père qui a été défaillant. Soit il était présent physiquement, mais il a été méprisant, il n'a pas fait attention, il n'a pas été à l'écoute, etc. C'est vrai qu'on peut être présent, mais ne pas l'être totalement réellement absent. dans la vie de Voilà. quelqu'un. Donc, ce qui fait qu'il y a un vide réel qui se crée dans le cœur de la petite fille qui grandit. Et vous savez, avec le complexe d'Oedipe, la femme, l'homme plutôt, est un peu comme la figure parentale, paternelle justement, de la femme, exactement. Donc, moi, en tout cas, je l'ai vu avec elle. Ça a été beaucoup plus amplifié parce qu'elle avait vu aussi voilà, quelques scènes de violence conjugale, etc. Donc, il y avait une forte colère en elle contre l'image masculine de façon générale. À ce moment-là, elle était consciente, elle savait que c'était dû à ça ou Elle savait que c'était dû à ça. D'accord. Mais c'est vrai que la prise de conscience est venue au fur et à mesure, mais elle savait effectivement qu'il y avait des choses à travailler dans son cœur. Mais c'est pas que elle le problème. Moi aussi, j'avais un défi, c'est que bon, j'ai connu un Goumen à l'âge de 17 ans. Et j'avoue que c'est une trahison qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup affecté. Et depuis ce jour, disons que j'avais vraiment cette tendance malsaine à écraser la femme ou à vouloir la contrôler lorsque je sentais qu'elle me manquait de respect. Donc j'étais beaucoup moins à l'écoute, j'étais beaucoup moins patient, je pouvais être violent dans ma façon, pas dans les gestes, mais dans les mots, dans le non-verbal. Et donc c'était vraiment un cocktail molotov, c'était vraiment des crises à chaque fois qu'on avait des problèmes. Elle lève le ton, moi aussi je lève le ton, donc au final tout le monde voulait avoir raison et personne ne voulait être dominé entre guillemets. En tout cas, ces révélations nous prouvent que tu as atteint une dimension. Reconnaître ses erreurs comme ça chez un homme, même chez votre femme aussi, chez ta femme, je pense que c'est à féliciter. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Merci. Et donc, vous vous rencontrez dans cette communauté. Elle est chanteuse, toi tu es pianiste. Ouais. Et vous vous abordez. Tout se passe bien pendant 2 ans. Tout se passe bien. Et puis ensuite, comment on fait le pas? Ça a commencé, avant de faire le pas, il y avait justement des problèmes. Des tensions. En effet. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est fait accompagner. À 2 reprises, j'ai voulu arrêter la relation. À 2 reprises, j'en avais marre en fait de devoir dealer avec le comportement colérique d'une femme. Et donc, je voulais arrêter la relation, mais avec l'accompagnement, on m'a fait comprendre que le problème n'était pas simplement envers elle, mais le problème était aussi à mon niveau. Mais après, comment s'est fait l'accompagnement? Parce qu'en général, on a souvent des personnes qui refusent que d'autres personnes interfèrent dans leur couple. Oui. Surtout à ce stade-là. Vous avez réussi à vous convaitre? C'est ça. Est-ce que vous êtes entendu déjà avant de Oui, bien sûr. Bon, le fait déjà qu'on était dans la même communauté a facilité les choses. Ça aussi. Parce qu'on a déjà les mêmes valeurs spirituelles. Et puis, on a la même personne, en fait, qui nous accompagne. Donc, il n'y a pas de personnes interposées. Donc, c'est le même conseil. Et aussi, on regarde beaucoup le fruit, donc le caractère, le témoignage des personnes qui nous accompagnent, la neutralité, l'expérience, la sagesse. Donc, ça, ce sont des éléments qui nous ont permis d'avoir une certaine assurance que nous sommes bien accompagnés. Mais finalement, je suis tentée de te demander, 2 personnes de communautés différentes, ou même peut-être même... Qui n'ont aucune communauté même. C'est pour ça que... Même générationnel, comment on gère à ce niveau? C'est pour ça que le métier du coaching a commencé à prendre beaucoup plus d'ampleur aujourd'hui, parce que j'entends cette sensibilité-là, parce que on voit que de plus en plus de personnes veulent gérer un peu leurs relations amoureuses à l'extérieur de leur communauté. Parce que si jamais ça se passe mal, il y a des problèmes d'indiscrétion. C'est pas tout le monde qui a la maturité de pouvoir garder les affaires confidentielles. Donc nous, il y a beaucoup de personnes, célibataires comme couple, qui nous approchent et qui approchent aussi d'autres coachs qui sont reconnus dans le milieu du coaching, afin d'avoir un avis complètement objectif. Donc ça peut être une alternative de s'approcher de psychologues, de coachs, de thérapeutes qui sont accrédités et qui ont les compétences nécessaires pour faire un suivi de couple. Mais du coup, ce qu'on essayait de dire avec Antonella, comment est-ce qu'on convainc, comment est-ce que vous y êtes, enfin vous, c'est parce que vous êtes de la même communauté, comment est-ce que s'il y a prise de conscience chez l'un, il réussit, par quelle parole, par quel mot est-ce qu'on dit à l'autre, alors qu'on est en pleine période de crise, allons voir un professionnel, ce qui pourrait paraître insultant. En effet, il y a beaucoup de fausses croyances qu'on a. On a l'impression qu'aller voir un professionnel, c'est comme si on est faible. C'est comme si on ne sait pas gérer les choses. Et voici l'une des premières valeurs, justement, qui permettent d'établir une relation saine, c'est d'avoir l'humilité.
de ne pas d'accepter qu'on ne sait pas tout en fait. Il y a des choses qui dépassent notre entendement, pas parce qu'on n'est pas bon, mais tout simplement parce que c'est hors de notre compétence. Et à partir du moment où on cesse d'apprendre, en fait, on commence à mourir. Donc, ça a été une discussion, une communication très saine, très franche avec ma fiancée à l'époque. Et moi, j'avais vraiment cette ouverture d'esprit parce que c'est vrai qu'il y avait l'amour. Et je me suis dit, je veux tout faire aussi pour me dédouaner de la responsabilité de l'échec de la relation. Donc si j'arrête comme ça et puis on a fait 2 ans ensemble, peut-être que je ne suis pas allé au bout en fait du processus. Ce qui fait qu'il y a des cas où on n'oublie jamais son ex, comme on dit. On se demande, et si j'avais essayé encore plus? Exactement. Et si j'avais un petit fantôme Exactement. quelque part Voilà, dans sa tête. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont aller d'une relation à une autre, mais à l'intérieur d'eux, ils ont l'impression que l'histoire n'est pas totalement finie en fait. Parce qu'ils n'avaient pas les éléments pour pouvoir régler en fait, le problème. On a rencontré un couple il y a quelques mois et cet homme-là, il a payé en coaching pour sa femme. Et il était là, il était complètement silencieux, mais c'est sa femme qui exprimait ses frustrations, etc. Et j'ai tout simplement compris que sa femme n'avait pas en fait reconnu que cet homme n'avait pas la compétence nécessaire pour gérer ses insécurités. Et après lui-même il a reconnu parce que quand on parlait, on lui a parlé des langages d'amour, on lui a parlé de la stabilité émotionnelle, on lui a parlé des styles d'attachement, on lui a parlé de toutes ces choses-là et pour lui c'était complètement nouveau pour lui. Ouais. Oui, absolument. Et donc ce coaching-là, vous le faites à 2? On priorise, on laisse les personnes décider. Choisir. Voilà, ça peut être soit avec moi seul, soit avec ma femme ou nous deux. Tous les deux. L'erreur à ne pas commettre, c'est de trouver qu'il y a des choses qui sont logiques. Parce que finalement, toi, tu es informé ou tu as certaines croyances que tu croirais logiques chez ton partenaire qui n'a aucune idée en fait de comment est-ce que ça marche, surtout qu'on remarque que les femmes et les hommes ont une compréhension totalement différente de la chose. Est-ce que tu te trouves en légitimité d'accompagner une femme quand on choisit l'un de vous? Est-ce que tout de suite, vous proposez à cette dame qui vous approche d'être suivie par madame plutôt? Mais si elle le veut, ce sera toi. Mais est-ce que vous avez tendance à lui proposer de prime abord comme ça, d'aller plutôt vers ta femme? De femme à femme. De femme à femme, oui, c'est sûr qu'on va prioriser la consultation de même sexe. D'accord. Mais ça dépend des cas, ça dépend des situations. Parce que parfois, la vie d'un homme permet d'éclairer les discussions entre femmes et vice-versa aussi. Donc, nous, ce qu'on va mettre de l'avant, on va dire, nous sommes disponibles pour vous. Maintenant, après, s'il y a des sujets très sensibles, on va respecter en fait votre désir de rencontrer, que ce soit madame ou que ce soit monsieur. Du coup, vous vous êtes fait accompagner sur une période de combien de temps pour finir par trouver votre stabilité? Alors, on a eu un accompagnement pendant 2 ans. Voilà, donc durant les 2 dernières années de nos fiançailles, on s'est fait accompagner. On a lu plein de livres, on a assisté à des séminaires, on a fait des formations. On a vu plein de ressources bibliographiques au niveau du coaching, de la spiritualité, de l'amour, du mariage. Et ça a changé drastiquement en fait notre maturité. C'est donc vous étiez vraiment déterminé à sauver votre amour. Et tu sais, quand il y a l'amour. Non, mais le problème, c'est qu'il y a l'amour, mais il y a la nature. On a 2 personnes qui peut-être aiment lire. Tu vois, ont la curiosité. Il y a des personnes qui sont vraiment en retrait de toutes ces choses-là. Tout ce qui est transfert de compétences, blablabla. Eux, ils font leur métier, ils ont leur famille. Ils font leur métier, ils ont leur famille. Donc, tu t'imagines, tu te retrouves dans cette position. J'espère bien que pour ce type de cas, on peut atteindre la même dimension que vous, sans pour autant lire, etc. Oui. Mais il a parlé de base de relations saines. Il a dit la première base, c'est l'humilité. Donc, je pense que ces bases-là peuvent aider ce genre de personnes. Bon, on en vient d'ailleurs. On en vient. Les bases d'une relation saine, c'est le thème du jour. Tu as parlé de 10 piliers, 10 préceptes, etc. Est-ce qu'on peut les décortiquer un après l'autre? Ok, d'accord. Je ne sais pas si on aura le temps, mais en tout cas, on va y aller. Ok, il n'y a pas de problème. Super. Alors, la première base sur laquelle on va mettre l'emphase, c'est au niveau des valeurs. Voilà, donc pourquoi est-ce que c'est important d'établir les valeurs, non simplement personnelles, mais d'éprouver les valeurs aussi de son partenaire? Parce que les valeurs ont tendance à être stables avec le temps et même ont tendance à se bonifier avec le temps. L'amour ne suffit pas, comme je l'ai dit au début, parce que l'amour, je pense qu'on le sait, c'est purement une expérience chimique et hormonale. L'amour, dans le sens sentiment, c'est vraiment cette sensation-là qui va être produite par plusieurs types d'hormones, donc l'ocytocine, parfois aussi l'adrénaline et la dopamine. Donc c'est le bien-être, c'est un sentiment d'addiction même parfois
qu'on peut avoir lorsqu'on regarde une personne par ses formes, par son intelligence, par son charisme, etc. Mais les psychologues, en fait, ont fait des études et ont remarqué que cette forme d'amour-là a une durée de 1 à 3 ans. Donc, c'est pour ça que lorsque les personnes se mettent ensemble, on dit que l'amour donne des ailes, comme on l'a dit. Donc, ça fait en sorte qu'on ne réfléchit plus. Et d'ailleurs, on a comparé le cerveau d'une personne amoureuse, qui est follement amoureuse, au cerveau d'une personne qui est sous l'effet de drogue. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de similitudes. C'est à cause de ça, on se retrouve dans des relations, on ne comprend pas pourquoi on est dedans, on a mal au cœur, mais on est dedans quand même. C'est pas la folie, ça. Ça va, 1 à 2 ans plus tard, le cerveau va le cerveau reprend, commence à tourner. Ça dure 1 à 3 ans. Voilà. Alors, du coup, on doit éprouver les valeurs de l'autre. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Éprouver les valeurs, ça veut dire que prendre le temps de connaître la personne. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a plus trop de sentiments, c'est à ce moment-là que vous pouvez savoir qui est cette personne. Les gens ont tendance à dire « Ah, mon mari a changé ou ma copine a changé ». Mais en fait, non. C'est juste que tu n'as pas eu cette rationalité et cette objectivité pour détecter en fait les véritables valeurs de la personne. Je donne un petit exemple. Souvent, quand on a fait un petit test avec des célibataires et on leur a demandé quelles sont les valeurs que vous recherchez chez votre conjoint. Est-ce que vous pouvez nous donner par exemple une valeur? Si on fait le jeu ici. Le respect. Le respect. Ça revient. La fiabilité. La fiabilité. Donc quelqu'un qui tient ses engagements. Ouais. Tu peux te prêter au jeu. La transparence. La transparence. Ok, très bien. Je vais prendre, Antonella, le respect. Alors, comment est-ce que tu peux savoir qu'un homme qui prétend avoir les valeurs de respect est vrai avec ce qu'il dit? Alors, on a eu une situation où, justement, il y avait 2 personnes qui étaient en dating. Et cet homme-là disait que oui, moi, c'est important le respect, je cherche des femmes qui me respectent, moi aussi, je suis un homme qui respecte. Et en dîner, le serveur est venu en retard, il n'a pas bien placé la commande et il a crié sur lui. Il a crié sur lui, il lui a mal parlé. Tu vois? Donc, en fait, au final, on peut dire un mot, mais ne pas avoir la même compréhension de ce mot. Donc, il faut plutôt, en fait, avoir une lucidité pour analyser les actions et le comportement de la personne. Donc, en termes de valeur, ce n'est pas ce que je dis qui compte, c'est la façon dont je me comporte. Il y a des personnes qui vont se dire, par exemple, oui, moi c'est important le respect, mais tu vas lui envoyer un message, il ne va pas répondre dans 24-48 heures, et quand il va répondre... Et tu cherches le respect après. Exactement. Okay. Mais après, on ne sait jamais. Peut-être qu'il veut du respect, mais il n'a pas dit qu'il est prêt à en donner. On en parle juste après la pub. Oui, c'est chaud. Il y a des bases à consolider et même à vérifier pour pouvoir être sûr d'être en train de cheminer dans une relation saine. Elles sont importantes. Elles peuvent exister dès le départ, vous êtes chanceux, ou alors elles peuvent se fonder. Donc il n'y a rien de perdu. Les amis, aujourd'hui nous sommes avec Fabrice Fameni qui va nous apprendre aujourd'hui les bases d'une relation saine. Nous étions bien partis parce qu'il nous disait il faut être sûr de comprendre les valeurs de la personne en face de toi. Et lorsque tu découvres celles-ci, être sûr que tu les appréhendes. Parce qu'il faut les comprendre et les aimer. Ou vouloir dealer avec. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, donc il y a des personnes qui sont là, elles veulent des choses qu'elles-mêmes ne représentent pas. Exactement. Comment on gère ça? Ben là, tu réalises en fait que c'est une personne qui n'est pas crédible, tu réalises que c'est une personne qui, on va dire souvent, c'est un beau parleur en fait. Qui dit pas qui fait pas ce qu'elle dit. Exactement. Quelqu'un va dire non, je sais ce que je veux dans la vie, mais tu changes beaucoup d'avis. Tu changes beaucoup de plans. Voilà, tu es très versatile. Il y a des personnes qui vont se dire moi je suis prêt à me poser parce que je suis arrivé à un certain âge, parce que je ça, ressens... c'est la phrase commune. Là, on rentre dans mon cas de la fiabilité. Là. Il y en a qui vont te dire non, moi je suis fidèle, je suis ceci, je suis cela. Pourtant, ils cachent des familles derrière. Voilà, parce qu'il veut que ce soit toi qui sois fidèle. D'accord. Aïe, 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 aïe. Donc en fait, il y a toujours des indices, il y a toujours des éléments. Si on est assez lucide, on va observer. Quelqu'un qui prétend être un homme de vision et qui est dans un entourage de voleurs, d'arnaqueurs, de personnes qui aiment la vie facile, l'amour du gain facile, ce n'est pas un homme de vision en fait. C'est quel braqueur? Voilà, c'est donc en fait, il y a une cohérence entre tes actions, ton entourage, tes habitudes de vie et ce que tu prônes comme valeur. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne parce qu'on voit qu'il est dans un groupe de voleurs. Donc, soit il croit à un idéal,
illusoire, lui seul là-bas, il est en train de faire son truc, parce qu'il y en a qui croient à la chose. C'est-à-dire, moi, je suis un homme de valeur. Mais oui, puisque c'est lui qui met en place tout. Non, mais tu sais, là, on rentre dans ton cas, on rentre dans la transparence. Ou quelqu'un qui dit non, moi j'aime la transparence dans le couple, mais il prend son téléphone pour aller se laver. Ben justement, visiblement, lui, la transparence, ça a un délai d'expiration ou bien ça a une certaine zone. Exactement. Quand on rencontre une personne, on n'est pas en train d'indexer les hommes ou les femmes. C'est même humain de montrer les meilleures facettes de soi-même. Oui, tout à fait. Ce qui pourrait biaiser le rapport de l'autre. D'où que tu as dit non, il ne faut pas croire que la première année, ou du moins les premières années qui servent en fait à vivre cet idéal d'amour qui n'est pas encore réaliste. C'est comme si ce que tu es en train de nous dire, c'est que chacun doit être prêt, lorsqu'il rencontre quelqu'un qui lui plaît, à sacrifier les premiers moments en se disant « je ne suis pas encore dans le vrai ». Jusqu'à atteindre la période où les yeux s'ouvrent. Mais on ne perd pas trop de temps comme ça. Comment on gère? Là, moi, je ne suis pas trop d'accord. Parce qu'il y a des personnes aussi, quand tu les rencontres, elles sont celles-là même qui mettent leurs défauts sur la table. Est-ce que ces personnes-là rentrent dans ce cadre-là? Ils mettent leurs défauts, c'est-à-dire? C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un qui ne va pas te dire « moi, je veux du respect » ou bien « je suis ceci, cela ». La personne va te montrer ses défauts. La personne va te dire, par exemple, « moi, j'ai beaucoup de défauts. Est-ce que tu peux aller avec ?» Oui, mais dans l'un ou l'autre cas, on est dans quelque chose où tu ne peux pas connaître la personne totalement entièrement au départ. Et là, lui, il parle de découvrir la personne et ses valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait exactement face au fait que les valeurs qui sont montrées dès le départ ne sont pas celles que la personne soit cache ou même a réellement et qu'il ignore? Alors, il y a des valeurs qui sont incompatibles et ça va dépendre de chaque personne. Parce qu'au final, c'est sûr qu'on ne va jamais rencontrer une personne qui aura à 100% les mêmes valeurs que nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que le mariage, c'est une adaptation. Voilà, une adaptation. J'ai pas envie de dire un compromis en tant que tel parce que ça peut laisser... C'est négatif, connotation négative. Exactement. Mais c'est un assemblage de valeurs qui convergent vers une seule direction. Voilà. D'accord. Donc, ça va dépendre maintenant de chaque personne. Moi, j'ai rencontré des femmes qui ont dit que non, si mon homme n'a pas de valeur familiale, parce qu'aujourd'hui, j'ai des enfants, j'ai une fille ou un fils, et le premier critère, c'est des valeurs familiales. Donc, s'il n'est pas prêt à assumer ce rôle de père envers un enfant qui n'a pas engendré, je ne pourrais même pas me mettre avec lui, même s'il a tout l'argent du monde, même si c'est un dragueur, parce que pour moi, ma priorité, c'est ma stabilité, c'est la famille. Donc là, comment est-ce que tu vas être en mesure de voir si cet homme-là a des valeurs paternelles? Tu vas voir déjà le type d'interaction qu'il a eu avec des petits frères, s'il en a eu, des neveux, des cousins. Tu vas voir le type d'interaction qu'il a aussi avec ton fils ou avec ta fille. Tu vas voir comment est-ce qu'il prend soin des personnes qui ne sont pas de sa lignée familiale, de sa famille directe. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui se voit à l'œil nu. Ça prend le temps et surtout dans les épreuves. Moi, j'ai tendance à dire que tant qu'une personne n'a pas été éprouvée dans le temps, dans l'argent et dans les besoins de cette personne-là, on ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qui est cette personne. On va vite perdre les 4 ans comme ça. Tu regardes, au bout de 3 gars seulement, tu attends 7 ans. C'est incroyable parce que ce qu'il dit, en fait, c'est tellement profond et tellement vrai. C'est incroyable. Moi, c'est la première fois que j'entends des paroles aussi bien construites. C'est bien, voilà, c'est ça. Donc, franchement, je suis totalement d'accord avec toi. Là, on passe à la deuxième base, directe, parce qu'on veut savoir, il y a 10. Alors, valeur, on va essayer de les déchiffrer. C'est pas facile, il y a des VI, mais c'est le temps, seul le temps nous aidera. Parce qu'il y a des indices, il l'a dit. Et donc, la valeur numéro 2. La valeur numéro 2, on va parler des langages d'amour. Donc, les langages d'amour, on le sait, il y en a 5. Ce sont les paroles valorisantes, les cadeaux, les services rendus, etc. Et ça, c'est très important, en fait, de mettre l'emphase. Pourquoi? Parce que souvent, on vient dans une relation, on se sent bien, on aime la personne et on veut l'aimer à notre façon. On veut l'aimer selon notre gros manière focus. De voir. Moi, j'aime ma mamie. Voilà, exactement. Donc, ma façon d'aimer. Il y a des filles, par exemple, qui vont être très câlines et puis qui se disent, bon, si... Pour l'aimer, pour aimer mon gars, il faut que je sois aussi très câline, etc. Alors que lui, il n'aime pas ça du tout. Alors que lui, c'est pas nécessairement son besoin. On voit là où tu veux en venir. Est-ce que, quand on se met en couple, c'est un transfert de langage? J'apprends ton langage, c'est celui-là que je pratique, et tu apprends le mien, c'est celui-là que tu pratiques. Absolument. Donc, en fait, on ne vit plus comment on aime les choses. On espère que l'autre nourrisse
comment on aime les choses. Oui. Et c'est à nous maintenant d'aimer l'autre comme il veut qu'on l'aime. Absolument. Tu sais pourquoi c'est subtil? Si on vient et puis on n'est pas prêt à mourir pour pratiquer le langage d'amour de l'autre. Oui, c'est beau ce que tu que viens de dire. on- Jetez-vous, abandonnez-vous pour aimer vos partenaires comme ils sont. Donc, il faut sentir. C'est-à-dire, tu cherches à connaître son langage d'amour. Si tu sais que son langage d'amour n'est pas un langage que tu supportes, laisse enfant des gens. Parce qu'on entend, il dit que si tu allais prendre une go qui aime câlin, et puis toi, tu n'aimes pas, laisse-la être, par exemple, si toi, tu préfères donner les cadeaux, d'accord? Et puis, elle aime les câlins. Mais toi, tu n'aimes pas les câlins. Elle n'est pas très cadeau, elle préfère les câlins. Ouais. Là, ce que Fabrice est en train d'expliquer, c'est que c'est une situation où tu es obligé de faire câlin. Et elle est obligée de te donner un cadeau. Vous avez entendu? C'est une façon. Mais on trouve un juste milieu quand même, hein, pour ne pas se perdre dans la chose. Alors, Fabrice, est-ce qu'on est juste en le... C'est terre à terre, mais est-ce qu'on est juste en le résumant comme ça? On est très juste en le résumant comme ça parce que nous entendons souvent des histoires où la femme quémande maintenant l'affection dans son couple. Elle n'a pas d'attention parce qu'au début, bon, l'homme, il était en mode chasseur. En mode charron. Et là, il donnait beaucoup d'attention. Il donnait beaucoup d'attention, mais après, la routine s'installe, il a obtenu ce qu'il voulait obtenir et elle se sent plus considérée. Il est dans sa zone de confort et ça crée beaucoup de mépris, ça crée beaucoup d'inconfort pour la femme qui vit ces choses-là. Et ce qui va faire qu'elle va commencer à se taire. Or, vous savez qu'une femme qui se tait est déjà partie. Donc, nous, on dit il faut vraiment travailler sur soi parce que si on ne pratique pas le langage d'amour de l'autre, on est en train d'être égoïste dans la relation et le besoin de l'autre ne va pas disparaître pour autant. Il suffit juste qu'un autre homme ou une autre femme manifeste le langage d'amour, donc des paroles. Si moi, par exemple, je suis un homme, j'aime les paroles, et que ma femme, elle est avare en paroles valorisantes, je n'entends pas des « je t'aime, tu me manques, j'ai envie de toi », et qu'une autre femme vienne. Et une autre femme vient, elle va venir simplement réveiller un besoin qui était latent. Même si je me suis dit, bon, pour acheter la paix, je vais arrêter ça, parce qu'on me dit que je suis une personne problématique dans le couple, j'en demande trop, j'exagère, etc. Mais à partir du moment où je me tais, le besoin est toujours là. Donc, il ne faut pas, en fait, faire changer le langage d'amour de la personne. Il faut tout simplement s'adapter. Et puis bon, le langage d'amour aussi peut évoluer avec le temps. Exactement. Parce qu'on le dit, nous-mêmes évoluons, on change avec le temps. Communiquez, apprenez ou du moins observez beaucoup vos partenaires. Et donc, le précepte numéro 2, c'est de vraiment se mettre en couple en acceptant de pratiquer le langage d'amour l'un de l'autre. Mais là où il ne faut pas relâcher, parce qu'à ce moment-là, l'autre va se rappeler de qui il est en réalité. C'est moi qui te donne, qui t'offre ce que tu aimes. Et à un moment donné, tu es tellement à l'aise que tu reçois seulement. Tu reçois. Et comme tu es dans ton poule, tu ne donnes plus. Et là, maintenant, à un moment donné, l'autre ne fait plus tout ce mélange. Les amis, pratiquez le langage d'amour de votre partenaire. On part vers le numéro 3, après avoir compris les valeurs, après être prêt à se mourir pour exprimer le langage d'amour de son partenaire. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On va aller dans la conséquence du langage d'amour. C'est l'éducation sexuelle ou les rapports sexuels, la sexualité dans le couple. Fabrice, on ne va pas te mentir. On aime ce que tu es en train de dire. Non, je pense qu'on est à l'aise. Aujourd'hui, là, moi, j'ai envie il faut le laisser non, on est focus, mesdames, s'il vous plaît. Même si vous venez d'arriver, asseyez-vous. Messieurs également. Ce monsieur, il a lu beaucoup de livres. Il va résumer pour nous, pour ne pas qu'on ait à lire. Alors, numéro 3. La sexualité. La sexualité. Absolument. Il faut parler de la sexualité avant d'avoir des rapports sexuels. Oui, absolument. Et nous, les dames, là, ça nous dérange. Non, mais pourquoi c'est important de parler de sexualité? Parce que l'erreur qu'on fait, c'est un peu comme si on met la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire tu commences à manger un plat alors que tu t'es même pas renseigné au départ des ingrédients. Est-ce que tu as des intolérances, par exemple, alimentaires? Et c'est lorsque tu commences à manger le plat que tu vas avoir des indigestions. C'est pas chic. D'accord, Fabrice, on entend. Mais comment est-ce qu'on réussit à parler, sachant qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont forts ou quoi que ce soit? Comment on réussit à parler de sexualité alors qu'on n'a pas vérifié les informations? Déjà, il y a une façon de parler de sexualité au niveau des attentes que nous avons. Donc, c'est-à-dire, on peut savoir, est-ce que pour toi, tu as des attentes particulières? Est-ce qu'il y a des interdits par rapport à ton éducation, par rapport à ta religion? Est-ce qu'il y a des positions qui, pour toi, ne sont pas du tout à faire dans le mariage? Est-ce que tu as aussi des contre-indications médicales, voilà, parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles. Et puis, il peut y avoir, comme j'ai dit aussi, des contre-indications médicales au niveau de la fertilité, par exemple, que ce soit pour l'homme ou que pour la femme. Aujourd'hui, on peut faire des tests de fertilité dans les hôpitaux. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent dans le mariage. On n'a pas eu le temps d'établir ces bases-là. Et quand on découvre que
monsieur est infertile ou que madame est infertile, beaucoup de tensions commencent à venir. Et au niveau aussi de la satisfaction sexuelle en tant que telle, il y a une manière de parler de jouissance, de savoir, bon, ok, est-ce que tu connais un peu la manière dont toi, tu prends plaisir au rapport sexuel? Est-ce que tu connais, est-ce que tu es plutôt clitoridienne, est-ce que tu es plutôt vaginale, etc. Donc, on peut commencer à évoquer ce genre de sujet-là pour voir un peu le niveau de liberté, d'ouverture, et puis pour développer une certaine complicité en fait sexuelle. Alors Fabrice, ton cas là, c'est pas tout le monde que ça arrange, donc je veux savoir à quel moment est-ce qu'on a ces conversations? Là, tu parles de cheminement. Aujourd'hui, on peut avoir ces... Après, j'estime que nous sommes des adultes et puis c'est chacun qui doit être en mesure de savoir quel est ton niveau d'aisance. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent le faire dès le début, parce qu'ils sont préparés pour ça. Et puis, on a d'autres qui se disent, bah, écoute, on va prendre le temps de se connaître déjà. J'ai pas envie de te parler de mes partenaires sexuels, de mes folies ou quoi que ce soit. Donc, c'est quand on va commencer à parler de dot avec la famille, quand les choses seront un peu plus sérieuses. Je sais qu'on se marie dans 6 mois ou dans 12 mois. Là, on va rentrer en profondeur là-dedans. Le commun des mortels n'attend pas nécessairement la dot pour avoir des relations sexuelles. Donc, à ceux-là, ils doivent être conscients que si vous êtes pressés, alors pressez la conversation. Exactement. Mais dans ce cas, comment est-ce que parce que déjà, même tu parlais de sensibilité à ce niveau, il y a des femmes même qui ont une difficulté à aborder la chose et verraient l'homme comme une forme d'obsédé si il vient à te dire dis-moi sexuellement. Il y en a même qui ne se connaissent même pas sexuellement. Et puis, il y a ces cas-là également, parce que si on a toujours respecté ce que tu es en train de dire, être en attente de la dot, etc., c'est qu'on est quelqu'un qui est en train de bien faire les choses. Donc, peut-être qu'on n'a même pas encore de sexualité, ou elle est très ancienne, on n'a pas suffisamment d'expérience. Numéro 1, comment est-ce qu'on parle de sexualité quand à son partenaire, quand on éprouve maintenant, on se sent prêt à le faire, on n'est pas encore passé à l'acte et on pense que c'est utile parce qu'un jour, Fabrice nous a dit que c'est bon de le faire. Mais on ne sait pas si le partenaire veut le faire. Comment on aborde le sujet? De façon très naturelle. D'abord, il faut créer une atmosphère de confiance. Voilà. C'est sûr que parler de sexualité, c'est tellement sensible qu'il faut se sentir en sécurité. Les informations que tu vas donner à ton partenaire ou à ta partenaire, tu dois vraiment valider déjà son niveau de maturité et le niveau de sérieux de la relation. Parce que la crainte que j'entends, c'est de livrer un peu sa vulnérabilité, sa sensibilité. Et si la relation n'aboutit pas, cette personne-là peut utiliser ces informations comme moyen de chantage ou bien pour détruire ta réputation. Voilà. Exactement. Donc, c'est déjà, premièrement, voir un peu à quel niveau est-ce que vous estimez que vous êtes complice et que vous avez une atmosphère totalement transparente et surtout de confiance. Voilà. Alors, il y a des sujets dont on ne parle pas avec un étranger. Oui. Donc, tu rencontres quelqu'un, tu apprends à connaître un peu ses valeurs, tu apprends à voir un peu son langage d'amour, est-ce qui t'arrange. Et c'est quand vous vous sentez à l'aise l'un avec l'autre. Ça peut être en 2 jours, hein. Il y a des gens qui vont à leur rythme. Mais respectez ces étapes-là et vous serez bien partis. On part pour la pub, nous également, et puis on revient tout de suite. Finalement, ce n'est pas si difficile de pouvoir construire une relation saine. Il faut connaître les différentes étapes et être prêt à offrir de soi lorsqu'on a envie de rendre quelqu'un d'autre heureux, en s'assurant que la personne ait également envie de nous rendre heureuses. Bon, écoutez, aujourd'hui, nous sommes avec Fabrice Fameni qui est en train de nous livrer les secrets pour pouvoir bien manier notre relation. Franchement, on est tout de suite. Tout le monde a envie de se On est totalement d'accord avec toi pour le coup. Oui, franchement. Merci pour cette parole. Si vous venez d'arriver, croyez-moi, vous avez raté beaucoup. Mais il y a moyen de se rattraper juste pendant les rediffusions également, la diffusion YouTube. Parce que Fabrice est un être logique, sensé, qui est en train de nous aider aujourd'hui à savoir comment jongler la chose. Et donc, précepte numéro 4, parce qu'on a su que jusque-là, il fallait épouser les valeurs, découvrir les valeurs de l'autre, les mettre à rude épreuve pour être sûr qu'on les maîtrise. Ensuite, parler, enfin, connaître le langage d'amour de son partenaire pour ensuite en faire notre expression par rapport à lui, vis-à-vis de lui. Tout à fait. Et lui aussi devrait en faire de même. Exact. Numéro 3, non, ce n'est pas un sujet tabou. On n'est pas en train de dire nécessairement « est-ce que tu aimes quand si ?» Mais on parle de sexe avant même de pratiquer l'activité sexuelle. Surtout en termes de sécurité. Connaître ce que l'autre sexuellement ne veut pas atteindre et connaître ce qu'il aimerait connaître avec soi-même. On va dire ça comme ça. Et puis numéro 4, c'est quoi? Le numéro 4, c'est la gestion des conflits.
Ça, c'est très compliqué. Parce qu'il y a des gens comme moi ici, là, quand tu viens de faire parler avec quelqu'un, tu n'as plus envie de parler à la personne. Non, là, j'ai compris. Il y a ceux-là, et puis il y a d'autres conflits, là, c'est dans le silence. J'ai dit, on préfère pour Niki, là. C'est quel conflit, ça? Celui-ci fâché. Comment on gère les conflits? Voilà, ça c'est vraiment un aspect fondamental parce qu'on peut vraiment bien s'entendre. Et je l'ai vu même avec mon épouse et ma fiancée dans le temps, on peut très bien s'entendre quand tout va bien. Mais quand il y a des conflits, on bloque. Aïe, 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 ça peut casser vraiment toute une dynamique que tu as construite pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, dans la gestion des conflits, on va en fait faire une introspection afin de se découvrir et de savoir quel est notre mécanisme de défense en fait. Donc quand il y a un conflit, ça veut dire qu'il y a une situation où on se sent en danger. Et l'être humain quand il se sent en danger, la première chose qu'il veut faire, c'est se protéger. Il n'y a personne qui veut être en danger. Et on a plusieurs mécanismes de défense. Il y a des personnes justement qui vont adopter le silence. Pourquoi? Parce que on va le voir, hein, ces gens qui adoptent le silence veulent en réalité, il y a deux cas. Il y a des personnes qui veulent punir le partenaire parce qu'elle sait que toi tu aimes parler, toi tu es quelqu'un de jovial, d'extraverti et c'est un moyen en fait de te rendre le mal parce que son cœur est chaud. Tu vois? Donc ils rompt la conversation, ça peut être des personnes qui boudent, des femmes qui boudent ou ça peut être des hommes qui sont comme des murs, ils coupent la communication directement pour te faire passer un message, pour te dire que tu as vu ce que tu as, le reproche que j'ai à te faire et tout. Mais voici la sentence, on n'aura plus de communication. Or, toi, tu sais que tu aimes les moments de qualité. Donc, ça, c'est un peu malsain. Mais il y a des personnes, ce n'est pas intentionnel. C'est-à-dire, tu vas te replier dans ta caserne, en fait, pour entrer dans ta bulle. Et ça, on parle des personnes qui ont un style d'attachement évitant. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui n'aiment pas l'envahissement, qui n'aiment pas être envahis, qui n'aiment pas être étouffés. On n'aime pas qu'on nous emmerde. Voilà, exactement. C'est-à-dire, plus il y a des... Je suis dedans. Tu vois. Et donc, les situations de tension viennent enlever leur paix. Et donc, souvent... Donc, ils se disent tant mieux, quoi. Il y a une dispute, donc je reste dans mon coin et j'observe. Mais attendez, qui aime la guerre? Non, mais après aussi, c'est parce que tu ne sais pas quoi dire à l'autre, hein, franchement. Exactement. Ça, c'est mon cas, hein, je ne sais pas quoi te dire. Donc, je préfère rester dans mon coin. En fait... Moi, il y a tellement de choses à dire, là. Voilà, c'est ça. En fait, le fait de rester dans son coin, c'est juste pour prendre de l'énergie, pour pouvoir mieux gérer et comprendre ce qui se passe. Parce que, très souvent, ce n'est pas encore une science exacte, mais on va le voir, ce sont des enfants ou des adolescents qui ont grandi dans un environnement où on a invalidé leurs émotions. Je m'explique. Vous voyez, souvent des parents vont dire « tu exagères, tu fais trop, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu penses comme ça ». Tu aimes trop te fâcher. Tu aimes trop te fâcher. Ah, voilà ça. Donc au final, ce que ça a créé chez l'enfant, c'est que on lui a fait comprendre que ce qu'il vit, ce qu'il ressent en tant qu'émotion, il doit garder, il doit garder, il doit conserver, il doit se contenir. Et donc, il a grandi avec une certaine forme de dualité. Et quand il est dans la phase adulte, où il est encore en conflit avec des émotions qui sont négatives, il n'a pas envie de gérer ça parce que ça le ramène en fait dans son enfance. Donc, il préfère rester dans sa caserne. Parce que dans son... J'ai envie de pleurer. Tu vois. Donc, ce sont des mécanismes qui vont être très inconscients en fait. Voilà. Et donc, dans la psychologie, on parle des différents styles d'attachement. Et si nous-mêmes, on n'est pas conscient de ça, et notre partenaire n'est pas conscient de ça, on va adopter un mauvais comportement, croyant qu'on peut résoudre là, à ce moment, à chaud. Il y a des personnes, par exemple, qui aiment parler lorsqu'il y a un problème. J'aime le régler. En 24 heures, je dois vraiment le régler. Oui, non, il y a des gens comme ça. Mais est-ce que ça match avec la personne qui a... comment? Toi, c'est qui? Non, moi, je sais ce qu'ils viennent de dire là. C'est vous qui ne parlez pas là. Oui, dormir. Est-ce que ça match avec cette personne? Parce que si tu es en face de toi, quelqu'un qui veut absolument régler le problème, sachant que toi-même, tu n'as pas envie de parler, on fait comment? Mais le problème, c'est que le lendemain, vous ne voulez pas régler. Et même quand vous ne parlez pas, aucun des deux ne veut faire le premier pas. Comment ça se passe? Les deux se sont mariés, même chose. C'est ça, justement. Et ça peut durer pendant des jours comme ça. Hein. Ouais. Et quand on ne parle pas, il faut savoir qu'il y a d'autres problèmes qui vont se rajouter. Et donc là, on va régler non simplement le problème de la frustration, de la base, mais les conséquences du problème là qui ont Donc ces personnes qui sont dans le silence devraient retravailler sur elles. C'est plus à elles de travailler sur elles par rapport à la gestion des conflits. Quand il y a un problème dans un couple, c'est tous les deux qui doivent travailler. Mais du coup, on a les personnalités. Comme tu l'as dit, on a une personne qui n'aime pas parler et peut-être une autre qui aime parler. Comment demeurer, garder sa personnalité, son mécanisme, tout en pouvant gérer un conflit? Alors, si je prends l'exemple des personnes qui aiment se retirer, il faut comprendre tout simplement que, en parlant à ces personnes-là,
qu'il y a un délai qui doit être acceptable en fait. Parce qu'au-delà d'un certain délai, on est marié. Donc à chaque fois qu'il y a un vide, il faut savoir que quelqu'un ou quelque chose va le remplacer. Oh. Voilà. Voilà, donc la gestion des conflits est subjective. Vous avez une personne en face de vous, apprenez à connaître celle-ci et puis trouvez un juste milieu. Ça doit être de part et d'autre, mutuel. Absolument. Et donc on a ce point numéro 5 qui dit… l'éducation financière. Quand on parle d'argent, on ne peut pas le faire en 2 secondes. Moi, je vous propose quelque chose. Éducation financière. Hey. Fabrice. Oui. Nous sommes à 5 minutes de la fin de l'émission. C'est passé vite. Est-ce que tu nous accordes un acte 2? Parce que les choses de l'amour, toi-même tu l'as dit, les gens dorment, ils veulent régler ça le lendemain. Pas à chaud, pas en 24 heures. Est-ce qu'on peut espérer le faire avec toi sur différentes étapes? Un acte 2? Absolument, ça me ferait plaisir. Si vous voulez savoir comment dans votre couple gérer les questions financières, il y a 2 choses à faire. Déjà suivre l'acte 2 de cette émission. Et puis la seconde chose qui va précéder même l'acte 2, c'est de vous rendre au Code L'amour. C'est quoi cet événement? Au Code de l'Amour. Au Code de l'Amour, exactement. Donc c'est un événement qui va avoir lieu déjà le samedi 20 avril à l'hôtel Azalaï. Et on sera en compagnie du coach Jean-François Yoman. On va parler justement de tous ces codes de l'amour en détail pour permettre aux célibataires, aux fiancés et aux couples mariés de bâtir une relation saine et durable dans leur mariage. Bon, je veux dire… Est-ce qu'en tant que couple… ça sera… Ils allaient s'asseoir là, mais tout là. Ils ont des problèmes. Oui. Non, c'est pas simplement pour des personnes qui ont des problèmes. Voici aussi une croyance qu'on a envie de corriger. Partir chez le médecin, ce n'est pas forcément parce qu'on est malade. On peut faire des visites médicales annuelles, un check-up pour s'assurer que tout va bien. Et en fait même, c'est recommandé de voir des coachs, de voir des médecins, de voir des professionnels quand ça va bien. Parce que quand ça va mal, non simplement on n'a pas envie et on commence à développer des réactions qui sont beaucoup plus toxiques que saines. Donc c'est bien justement de se connecter, de participer à de tels événements pour s'éduquer et pour prévenir justement de certaines choses qui pourraient arriver. Donc on espère que sur place, l'angle qui sera abordé ne sera pas celui de « je voudrais vous aider à régler vos problèmes ». Mais on sent que c'est une rencontre de couple comme toute autre dans laquelle on ressort meilleur tout simplement. Exactement. Alors c'est la promesse, Fabrice nous donne rendez-vous ce 20 avril, ce samedi 20 avril du côté de l'hôtel Azalaï, avec son épouse et un autre professeur en la chose, un autre coach, c'est Jean-François Yoman. Jean-François Yoman, un numéro, c'est le… sur les informations, on peut voir le 07. Vous les avez sur l'affiche. Voilà. Est-ce qu'il y a des pages où on peut vous retrouver aussi? Absolument. Sur Standard Divin, c'est le nom de la chaîne. Donc sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Et où est-ce qu'on peut prendre les rendez-vous? Donc, est-ce que vous avez un cabinet? Oui, c'est standarddivin.com. Donc, il y a un onglet prendre un rendez-vous. Donc, quand la personne paye le rendez-vous, donc notre assistante va contacter cette personne dans les 24 heures pour prendre un rendez-vous virtuel. Petite suggestion, les codes de l'amour en présentiel, digital aussi, ce serait bien. Nous, on sera sur nos postes. On veut écouter, mais vraiment, moi, aller m'asseoir là-bas, mon P. Non, on ne peut pas aller s'asseoir là-bas, nos P. C'est un peu compliqué. Mais quoique, ça doit être bien de rencontrer d'autres couples qui vont rendre témoignage. Alors, si vous êtes de cœur à pouvoir échanger avec d'autres, n'hésitez surtout pas à vous rendre au Code de l'amour ce samedi 20 avril avec le couple Fameni. Alors, merci Fabrice. Un mot de fin? Je suis vraiment ravi d'avoir assisté à cette émission. Et j'espère que vous aussi vous avez apprécié, j'ai hâte de revenir. On a tellement aimé t'écouter, franchement, c'était juste les antennes d'Antonella là. Compliment comme ça, là, peut-être c'est la première fois qu'elle donne. Même à la régie, hein, ils sont dressés, ils sont là. Franchement, on est tout cuit et on est impatients d'avoir cet acte 2. Nous avons eu droit aujourd'hui à 4 préceptes qui nous aident à pouvoir consolider, créer une relation saine. On se donne rendez-vous dans les prochaines semaines, maximum 1 mois. Fabrice reviendra sur ce plateau pour l'acte 2. Ok, 2 semaines. Ok. Allez, au revoir. Bisous à vous. Au revoir. Bye bye. Merci.